fidèles téléspectateurs, bonjour. Grande est ma joie de vous savoir nombreux devant vos petits écrans en train de suivre cette chaîne mature, cette chaîne de prédilection, la chaîne qui vous forme, vous informe afin de vous transformer, vous amener vers des connaissances nouvelles. Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour vous présenter une émission, votre habituelle émission dénommée Portrait. Portrait se charge de présenter des grandes personnalités de notre vie, de notre ville, de notre pays et même en dehors du pays. Portrait vous permet de passer en revue leur biographie, de retrouver leurs œuvres afin d'améliorer parfois nos connaissances. Donc parfois, mais nous sommes appelés tout le temps à améliorer nos connaissances. Renouveler si nous avons des anciennes connaissances et essayer de les orienter vers des connaissances qui nous édifient. Aujourd'hui, nous n'allons pas trop aller en profondeur sur la présentation d'un savant parce que le savant il est tellement immense, il est parfois malaisé, difficile de parler des hommes renommés. Parfois on semble croire que tout ce que nous allons dire est tout petit par rapport à ce qu'ils sont. Nous n'allons pas très loin. Aujourd'hui nous sommes attelés à présenter quelqu'un de l'Antiquité, vous en doutez, un savant vraiment en majuscule, parce que ce monsieur a excellé dans beaucoup de domaines, et vous en doutez, il s'agit d'Archimède, Archimède de Syracuse, que vous connaissez bien, vous entendez parler d'Archimède. Alors, de qui il est question? Donc, nous allons présenter sa biographie. Nous allons entrer un peu en profondeur, un peu seulement, sur l'une de ses œuvres. Comme nous avons dit, il y a tellement de choses à dire, mais avec lui, nous allons nous limiter à des œuvres mathématiques. Et en particulier aujourd'hui, nous allons présenter une seule œuvre, parce que c'est tellement immense ce qu'il a fait. Alors, je parlais d'Archimède de Syracuse. Il est né justement à Syracuse. Syracuse, c'est une ville de la Grèce antique. Il est né à Syracuse en 287 avant Jésus-Christ. Donc il est né en 287 avant Jésus-Christ et est décédé en 212, toujours avant Jésus-Christ. Donc c'est quelqu'un de 75 ans que nous allons essayer de peindre au cours de cette émission. Donc il est né à Syracuse, nous avons dit. Son père s'appelait Phébus. Il était un astronome en ce temps-là. C'est lui qui a même tenté de dire que, qui est déjà une vérité, de dire que le diamètre du Soleil valait 12 fois celui de la Terre. Phébus, le père Archimède de Syracuse, était l'ami du roi Hieron. Dans ce temps-là, il y avait un tyran appelé Hieron. Et par la même occasion, nous allons voir quel est ce lien-là, ami, et puis il y a Archimède qui a surgi. Alors, comme étude, Archimède de Syracuse avait fait un saut chez nous ici en Afrique, donc à Alexandrie, en Égypte. Alors, c'est là qu'il s'est formé dans le temps. Vous en notez, il y avait une grande bibliothèque à Alexandrie et beaucoup de connaissances se retrouvaient sur ce point-là. Quand vous prenez la légende, nous parlons de légende d'Archimède, c'est un savant, en même temps un ingénieur, parce que nous allons un peu plus tard, dans les émissions qui viennent, essayer de parler de ce qu'il a fait comme ingénieur. Donc aujourd'hui, nous nous limitons au cas de mathématicien. Alors, Archimède est connu par le principe qui porte son nom. Donc le principe dénommé principe d'Archimède. Alors qu'est-ce qu'il y a eu dans le temps? Le roi voulait se faire fabriquer une couronne en or. Alors qu'il a versé vers les fabricants, il leur a donné de l'or. À l'état pur, il devait fabriquer une couronne qui porterait à des occasions, à des manifestations. Alors une fois cela a été fait, autour de lui il y avait des gens qui soupçonnaient un vol. C'est alors qu'on est parti voir Archimède à ce moment-là pour lui demander de retrouver si réellement ce vol a existé. On a pris toutes les précautions. Vous voyez, dans le temps, quand on donne une mission, généralement il y a une contre-mission.
une mission, tu réussis, allez, tu as applaudi, mais quand tu échoues, c'est à tes risques et périls. On peut même te couper la tête pour essayer de voir ou de trouver quelqu'un d'autre. C'est alors qu'on allait voir Archimède de Syracuse. En tout cas, c'était une tâche difficile. Arthur, il a sué. Il était obligé d'aller se laver. Bon, une fois dans sa baignoire, il a tenté de mettre sa main sur la surface de l'eau. En enfonçant, il a senti qu'il y avait une force. Bien sûr, c'était déjà complètement déshabillé parce qu'il devait se laver. Il a mis la main, il a senti qu'il y avait une force et il s'est écrié Eureka. Archimède a oublié tout ce qu'il devait faire. Sur la rue, en train de courir, voilà Eureka qui veut dire j'ai trouvé. Il a trouvé quoi? Le principe qui porte son nom. Bon, on aura l'occasion d'entrer en profondeur pour parler de ce principe très prochainement. Mais de toute façon, il est connu d'abord pour ça. Donc le principe qui porte son nom, le principe d'Archimède. Alors, s'il faut encore parler de la légende d'Archimède, c'est en rapport avec sa montre. Bien sûr, rappelez-vous que dans le temps, il y avait une rivalité entre les Romains et les Grecs. Les Romains voulaient prendre la ville de Syracuse et ils venaient par voie fluviale. Donc ils venaient dans un navire. Bien sûr, dans le navire, il y avait un carburant et tout ça, et toute la munition. Ils devaient se rendre à Syracuse pour essayer de prendre cette ville-là. Archimède, toujours dans son ingéniosité, il a dû créer des miroirs géants. Et ces miroirs, il les a orientés vers la ville. Bien sûr, la lumière, forme d'énergie, a permis à ce que les navires puissent brûler. Donc à lui seul, il a mis en déroute toute une armée. Donc c'est quelqu'un qui avait un certain savoir-faire. Alors, entre-temps, les Romains n'ont pas désisté, ils n'ont pas capitulé. Ils voulaient coûte que coûte arrêter Archimède. Bien sûr, il y avait un certain général, nommé Marcus, qui voulait ramener Archimède vivant. C'est alors qu'on a pris un soldat que l'on a infiltré dans le laboratoire d'Archimède, parce qu'il était non seulement calé en physique, en mathématiques, mathématiques en général, mais il faisait sa géométrie, il traçait ses cercles. Une fois infiltré dans le labo d'Archimède, le militaire a demandé à Archimède de le suivre, parce qu'il tenait à ce qu'on puisse ramener Archimède vivant. Lui, absorbé dans son travail, il dit au militaire de manière inconsciente, ne touche pas à mes cercles. Alors, Archimède, considéré comme têtu, parce qu'il n'a pas voulu suivre le militaire, considéré comme têtu, le militaire très furieux et a poignardé, voilà la petite fin du savant. Donc on l'a poignardé et il est décédé. Il est mort, Archimède, et heureusement qu'il a laissé un testament. Le testament, c'est que à sa tombe, on devait mettre une figure géométrique. Et cette figure reprenait quoi? Ça reprenait une sphère inscrite dans un cylindre. Voilà, nous avions en son temps, c'est-à-dire tout à l'heure là, parlé des légendes d'Archimède, pourquoi il est connu, le principe qui porte son nom. Nous avons découvert que la guerre qui opposait les Romains et les Grecs, on a aussi passé en revue un peu les prouesses du savant avec ses miroirs géants et la tombe qui était garnie, qui était remplie des figures géométriques, entre autres le cylindre circonscrit à une sphère. Alors, s'il faut aller dans les œuvres d'Archimède, les œuvres mathématiques, nous avons insisté, nous avons pensé à présenter les approximations du nombre pi. Bien sûr, nous connaissons ce nombre pi, ce fameux nombre pi, ce nombre transcendant, 3,14 avec les autres chiffres qui suivent, nous allons découvrir qu'est-ce que ça signifie, ça vient d'où et tout ça, comment Archimède est arrivé à retrouver ce nombre. Alors, nous avons aussi d'autres prouesses mathématiques. Archimède était en mesure de nous dénombrer dénombrer les grains de sable. Donc trouver le nombre de grains qui constituaient le sable à partir de sa méthode.
Bien sûr, prochainement, on aura l'occasion d'en parler. Archimède aussi a beaucoup œuvré dans les coniques. Coniques sont des figures géométriques que nous retrouvons à partir des cônes. Et quand vous avez deux cônes superposés, on peut retrouver ce qu'on appelle l'ellipse, l'hyperbole, la parabole. Donc, Archimède, à l'Antiquité, avait déjà fait certaines études. Et d'ailleurs, en passant, je disais que l'antenne parabolique que vous connaissez, il y a le terme parabole. Parabole, ça veut dire que notre tête de l'antenne parabolique est placée au foyer. Donc, on aura l'occasion d'en parler aussi dans les émissions qui viennent. Le foyer, là, ça signifie quoi? Comment on détermine le foyer d'une parabole? Alors, Archimède déjà avait mis ses études à profit et aujourd'hui nous utilisons des principes formidables. Alors, de quoi il est question dans l'émission d'aujourd'hui? Nous avons dit que nous allons nous limiter sur une seule œuvre, c'est l'approximation du nombre pi. Ce nombre transcendant pi, à 3,14 et des chiffres qui viennent, comme je dis transcendant, donc il est interdit de mettre pi sous forme de fraction. C'est quand on a échoué qu'on a créé l'ensemble des réels. Donc pi ne peut pas se mettre sous forme fractionnelle, c'est un nombre transcendant. Transcendant, je voulais dire. Alors, de quoi il est question? Par définition, le nombre pi, c'est le rapport entre la circonférence et le diamètre. Circonférence, c'est, bien sûr, vous avez un cercle. Le rapport entre la circonférence, le périmètre du cercle, comme on peut le dire, et le diamètre. Le diamètre, c'est la plus grande corde, ou bien c'est la corde passant par le centre du cercle. Donc, le nombre pi, par définition, c'est la circonférence avec le diamètre. Le diamètre qui vaut le double du rayon. Alors, comment Archimède a pu faire cette approximation-là? Il a commencé par tracer des polygones réguliers. Il y a un polygone inscrit dans un cercle. Inscrit, ça veut dire à l'intérieur du cercle. Bon, les sommets sont donc sur le cercle. Et le polygone circonscrit, donc à l'extérieur du cercle. Ici, j'ai illustré par un hexagone inscrit et circonscrit à un cercle. Alors, si nous pouvons dire quelque chose, lorsque vous voyez la circonférence du cercle, non, la circonférence plutôt, pas la circonférence, mais le périmètre du polygone circonscrit, il est supérieur, il est plus grand que la circonférence. Et la circonférence, à son tour, est supérieure au périmètre du polygone inscrit. Donc, nous pouvons écrire que P1, donc le périmètre du polygone inscrit, doit être inférieur ou égal à la circonférence, inférieur ou égal à P2. P2, c'est le périmètre du polygone circonscrit. Alors, comment nous faisons pour trouver le périmètre? Le périmètre, il suffit de prendre un côté, la longueur d'un côté, multiplié par le nombre de côtés. Par exemple, ici, il y en a 6, on prend un côté, on multiplie par 6, on trouve la longueur totale. Donc ici, nous avons le nombre de côtés qui multiplie le côté du polygone inscrit. Est inférieur ou égal à la circonférence. La circonférence, à son tour, est inférieure ou égale au nombre de côtés multiplié par le côté du polygone circonscrit. Alors, le polygone inscrit, par exemple, quand il faut trouver le côté qui est là, le côté, alors nous sommes résolus de tracer l'apothème. L'apothème, donc nous partons du centre perpendiculairement au côté d'un polygone régulier. Cette distance-là, l'apothème. Alors, entre-temps, si vous constatez très bien sur la figure, cet apothème-là, comme on a dit perpendiculaire, nous avons un triangle rectangle. Bien sûr, il y a un angle là à l'intérieur, c'est la moitié de l'angle centre. Qu'est-ce qu'on appelle l'angle centre? C'est l'angle qui est délimité ou qui délimite un côté. L'angle centre qui est là. Mais la moitié, c'est ce qui va nous permettre, bien sûr, si vous connaissez un peu de trigonométrie, vous savez que le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc si je prends cette situation-là, quel est le côté opposé? Le côté opposé, c'est cette distance-là, qui vaut la moitié d'un côté. Donc ça, c'est C1 sur 2 sur hypoténuse.
lorsque vous regardez l'hypoténuse, ce n'est rien d'autre que le rayon de cercle. Rayon de cercle. Donc je peux me permettre d'écrire C1 sur 2 fois le rayon. Alors ceci m'amène à retrouver le côté du polygone inscrit. Il suffit de faire le produit des extrêmes et des moyens. Vous avez 2 fois le rayon multiplié par sinus de alpha sur 2. Bien sûr, ça c'est le côté du polygone inscrit. On peut de la même façon trouver le côté du polygone circonscrit. Alors si vous regardez bien, on va se servir de la tangente cette fois-là. Côté opposé sur côté adjacent, la tangente. Donc côté opposé sur côté adjacent. Ce qui m'amène à dire que c'est 2, c'est 2 fois R tangente de la moitié de l'angle centre. Alors, si nous tenons compte des résultats que nous avons eus sur la figure, nous sommes en mesure d'écrire que le nombre de côtés du polygone, inscrit ou circonscrit, c'est le même nombre de côtés, multiplié par 2R sinus alpha sur 2, est inférieur ou égal à la circonférence, à son tour, inférieur ou égal au nombre de côtés 2R tangente de alpha sur 2. Alpha qui est l'angle centre. Alors, pour retrouver le terme pi, il faut utiliser le diamètre. J'avais dit en son temps que le diamètre, c'est le double du rayon. Donc, je divise ces inégalités par 2 fois le rayon. À ce moment-là, vous allez voir disparaître 2 rayons. Donc, vous aurez n sinus de alpha sur 2 inférieur ou égal à circonférence sur 2n, on a dit qu'on divisait partout par 2n, inférieur ou égal à n tangente de alpha sur 2. Alors, notre ami Archimède s'est servi de cette inégalité pour retrouver le nombre pi, pour approcher le nombre pi. Alors, il prenait chaque fois le nombre de côtés, il variait le nombre de côtés pour voir quelle est la marge de précision qu'on peut avoir. Donc, il a commencé par un polygone à 6 côtés, par exemple. n est égal à 6. En ce moment-là, partout où il y a n, on va remplacer par 6. Mais il y a un petit problème. Le petit problème, c'est l'angle centre alpha. Vous voyez sur la figure, l'angle centre. Quand je fais un tour complet, c'est 360 degrés. Alors, comme il s'agit d'un polygone régulier, l'angle centre, il suffit de prendre 2π, qui est la circonférence, 2π, vous divisez par le nombre de côtés. Par le nombre de côtés. Alors, que deviennent les inégalités d'Archimède? Donc, nous avons n sinus de... Quand vous remplacez l'angle centre par 2π, vous voyez que les deux vont se simplifier. Donc, nous allons garder π sur n, inférieur ou égal. Déjà là, on peut se permettre de mettre le nombre π inférieur ou égal à n tangente de π sur n. Je disais que Archimède tentait de varier le nombre de côtés. Pourquoi il variait? Attention, il variait dans le sens positif. Parce que comment vous définissez un cercle? Un cercle, c'est un polygone régulier à une infinité de côtés. Alors, nous allons chaque fois donner des valeurs à n pour essayer de retrouver l'approximation du nombre pi. Alors, pour que ce soit plus précis, il faudrait verser vers des valeurs très élevées de n. Donc, dans notre cas, ou le cas d'Archimède, n est égal à 6. Donc, j'écrirai 6 sinus de pi sur 6 inférieur ou égal à pi, inférieur ou égal à 6 tangente de pi sur 6. Pour ceux qui font un peu de trigonométrie, pi sur 6 ce n'est que 30 degrés, sinus de 30 degrés, ça sera un demi, donc vous aurez 3, inférieur ou égal à pi, inférieur ou égal à tangente de 30 degrés, c'est racine carrée de 3 sur 3, donc si bien que on aura 2 racine carrée de 3. Voilà. Donc là, il avait déjà tenté d'approcher la valeur de pi. Ici, nous avons 3, très net, 3. Racine carrée de 3, 1,732 multiplié par 2, vous êtes dans les 3,46. Voilà. Donc là, déjà, on a une idée de pi. Alors, il s'est mis à augmenter le nombre de côtés. Il a même pris 96 côtés. Il prend n est égal à 96. Alors, nous sommes amusés à voir comment il y est arrivé. Il a pris, au lieu de prendre 96, il allait encore très loin, parce qu'on a dit qu'il fallait aller vers l'infini. C'est alors qu'il a pris pour n est égal à 10 000. Donc, il a pris 10 000 comme valeur de pi, et il a trouvé que pi était entre les deux. Et aujourd'hui, quand vous prenez votre machine à calculer scientifique,
vous appuyez le nombre pi, vous allez trouver 3,1459,26 et regardez l'approximation d'Archimède. Donc, si vous avez bien vu, les chiffres sont pratiquement les mêmes. La différence commence à partir de là. Donc, il a déjà donné une précision de 10 millièmes. Donc, à cette époque, à l'Antiquité, c'était vraiment un exploit. Donc, avec Archimède, déjà, vous avez pi, cette valeur-là. Alors, pour ceux qui veulent le tenir de mémoire, la valeur de pi, bien sûr, je me suis arrêté parce qu'on peut mettre des milliers de chiffres. Votre machine à calculer scientifique d'ailleurs est limitée. Vous allez voir que les deux derniers chiffres, on a arrondi. Au lieu de 35, on a mis 4. Alors, une manière, comme je disais, ceux qui veulent retenir de mémoire, il y a plusieurs techniques, mais ici, il y a une phrase intéressante qui est donnée par certains chercheurs. Alors, vous prenez que j'aime à faire connaître un nombre utile aux sages. Il suffit de compter le nombre de lettres, vous avez le nombre pi. Quand je dis que, donc il y en a 3. 1, 2, 3. Vous avez 3. J, c'est 1. M, 1, 2, 3, 4. Donc il y a 4. A, c'est 1. Faire, il y en a 5. Connaître, si vous comptez le nombre de lettres, il y en a 9. Et 1, vous comptez, c'est 2 lettres. Et vous continuez comme ça, on a retenu. Donc à partir du nombre ou de la phrase que j'aime à faire connaître un nombre utile aux sages, vous êtes en mesure de retenir de mémoire des chiffres après pi. Donc ça, c'est avec précision. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de tenter avec des moyens modernes. Cette fois-là, il fallait attendre l'avènement de Newton, l'avènement d'un monsieur comme Leibniz, pour essayer de retrouver la valeur, si c'est réellement la valeur de pi qu'Archimède avait trouvé. Alors, pour cela, je commence par mettre certains principes de base. Bon, bien sûr, vous pouvez prendre ça comme de la blague, mais c'est vrai, il y a ce qu'on appelle le principe de sandwich. Le principe de sandwich, ça veut dire quoi? Quand vous avez un nombre A, on vous dit, bon, X est compris entre A et A. Compris, ça signifie inférieur ou égal à A, et puis supérieur ou égal à A. Donc, quel est ce nombre qui est compris entre A et A? Ça ne peut être que A. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le principe de sandwich. D'autres appellent le principe d'étau. Donc vous voyez, X est pris en sandwich. Alors nous allons essayer avec des moyens modernes, donc avec l'avènement de Newton, de vérifier si Newton avait raison. Alors qu'est-ce qui se passe? Je disais tout à l'heure que le cercle, c'était un polygone régulier à une infinité de côtés. Alors les mathématiciens savent qu'avec l'analyse infinitésimale, l'analyse de Newton, nous sommes allés dans les infiniment petits. Alors, on a pris son approximation. Je commence par le terme de gauche. Le terme de gauche, on va tenter de calculer la limite pour n tendant vers l'infini de n sinus de pi sur n, pour voir ce que ça nous donne. Ça, ce sont des moyens modernes pour vérifier la théorie de Newton. Alors, tout compte fait, la limite, vous allez remplacer n par infini, vous aurez sinus de pi sur infini. Un nombre divisé par infini. C'est simple à comprendre. Vous prenez 2 beignets à donner à une infinité de gens. Bon, bien sûr, on aura l'odeur. L'odeur, ça signifie on n'aura presque rien. Donc c'est 0. Donc vous prenez infini multiplié par 0. Bien sûr, c'est une indétermination. Il y a plusieurs cas d'indétermination. Ça fait partie des cas d'indétermination. On vous a dit dans le calcul infinitésimal qu'un cas d'indétermination doit être levé. L'avènement de Newton et de Leibniz. Alors, comment faire? On a pris cette limite-là, n tendant vers l'infini. On va essayer de mettre sous la forme où on utilise la technique de l'hospital. L'hospital Bernoulli, encore un mathématicien, je crois à la longue on aura l'occasion de découvrir. La règle de l'hospital est d'application quand nous avons une indétermination de type 0 sur 0 ou bien infini sur infini. Tel que ça se présente là, la règle de l'hospital n'est pas d'application. Alors, l'astuce c'est quoi? C'est d'utiliser la même égalité, mais en présentant autrement. Si vous divisez par 1 sur n, bien sûr, lorsqu'on multiplie par la fraction inversée, on retrouve la même limite. Alors, quand je remplace, toujours avec notre principe, un nombre sur l'infini, ça donne 0. Ici, vous avez sinus de 0, ça donne bien 0 sur 0. Comme je disais, c'était encore un cas d'indétermination. Donc là, c'est un cas d'indétermination. Là aussi, un cas d'indétermination. Mais ici, c'est un peu mieux parce que nous sommes en mesure d'utiliser la règle de l'hospital qui dit que il faut dériver séparément le numérateur et le dénominateur. Alors, quand je prends limite n, le nombre de côtés, qui va vers l'infini,
Vous dérivez le numérateur. Dérivé de numérateur, c'est sinus de U dérivé, c'est U dérivé, donc ceci dérivé, vous aurez moins pi sur n carré, multiplié par cosinus de pi sur n. Dérivé de 1 sur n, ceux qui ont été avec cette théorie, ils mettront moins 1 sur n carré. Alors comprenez que les n carrés peuvent se simplifier, les signes moins peuvent encore se simplifier, et il va nous rester limite pour n tendant vers l'infini de... les moins sont partis. N'oubliez pas qu'il y a un pi qui va rester multiplié par cosinus de pi sur n. Dans la même logique, n va vers l'infini. Si nous remplaçons un nombre sur l'infini, nous donne toujours 0. Donc, on aura pi fois cosinus de 0. Cosinus de 0 qui vaut 1. Donc, nous venons de voir avec vous que le membre de gauche nous a donné pi. Donc, ce que nous avons ici, quand vous multipliez le nombre de côtés, vous allez vers l'infini. À gauche, on a déjà pi. Donc, il y avait le pi du milieu. Maintenant, nous sommes en train de chercher à démontrer pour le membre de droite. Donc, je vais reprendre la même chose. Excusez-moi. C'est encore la limite pour n tendant vers l'infini. Cette fois-là, c'est n multiplié par tangente de pi sur n. Encore un problème. Lorsque vous remplacez, vous aurez 0 fois infini. C'est aussi une indétermination. Même technique, nous avons, bien sûr, un peu plus tard, je vais encore donner d'autres techniques, des approximations, comment on est arrivé au même résultat. Donc, nous aurons limite n tendant vers l'infini, on utilise toujours pi sur n sur 1 sur n. Donc, en dérivant, bon, bien sûr, quand nous remplaçons, on aura encore 0 sur 0, qui est une forme qui nous amène à l'utilisation de la règle de l'hospital. Donc, je peux dériver séparément. Nous aurons la dérivée là de tangente, c'est moins pi sur n carré. Attention, là c'est 1 sur cosinus carré de pi sur n sur moins 1 sur n carré. Alors tout compte fait, si vous regardez très bien, les moins vont se simplifier. Donc nous allons garder limite pour n tendant vers l'infini. Alors il y a un pi qui va rester, pi. Alors, n carré, ça va tomber et nous avons cosinus carré de pi sur n. Même logique, on aura pi sur cosinus carré de 0 qui vaut 1 et le membre de droite nous a donné aussi pi. Voilà. Donc, d'après la règle de sandwich, la règle de comparaison que nous venons de voir, que et à gauche et à droite on a pi. Donc, Archimède avait raison d'approcher pi par des polygones réguliers. Et voilà un peu cette œuvre. Je souligne que c'était à l'Antiquité. Attention, Archimède, c'est le plus grand mathématicien de l'Antiquité. Là, nous n'allons pas contester, et un des plus grands de tous les temps. Donc, nous avons montré, vous avez vu vous-même qu'une petite, qui semble une petite valeur de pi, nous a fait travailler. Donc, soyez scotchés. Dans les prochains jours, on va aller dans les autres œuvres d'Archimède et nous allons respecter cet homme. Alors, c'était ça un peu, la petite recette que nous avons prévue pour vous aujourd'hui. S'il faut passer en revue, nous avons parlé d'Archimède de Syracuse. Syracuse qui est une ville de la Grèce antique. Nous avons présenté sa biographie. Il est né en 287 avant Jésus-Christ, mort en 212 avant Jésus-Christ, donc 75 ans il a vécu. Alors, il est connu, bon, le père c'est Phidias, il est un astronome, il avait tenté d'ailleurs de donner certaines théories en son temps. Et il est connu grâce au principe qui porte son nom, le principe d'Archimède. Il y a d'autres faits, par exemple l'invasion de Syracuse, et puis bon, voilà, la numération où il a compté les grains. Alors, comme œuvre mathématique, il y en a les gens, nous avons choisi de parler de pi, il y a des coniques, il a fait l'étude des coniques, la numération et les calculs des aires. Donc aujourd'hui, si vous nous avez vu devant vous, c'était pour montrer un peu l'origine de pi, du nombre pi, les approximations que faisait Archimède, D'abord, comment on a défini le nombre pi, qui n'est rien d'autre que le rapport d'une circonférence par le diamètre du même cercle, justement, et nous avons vu comment il a approché la valeur de pi par des polygones réguliers. Donc, vous voyez vous-même que ce sont des œuvres qu'il ne faut pas négliger. Pi, bon, nous voyons pi. Bon, ça intervient dans beaucoup de domaines, calcul de surface et tout ça, grâce à Archimède. Donc, je vous prie bien d'être vraiment à l'écoute de notre chaîne, la chaîne
qui va vous servir justement dans le domaine scientifique, bon, et même dans des autres domaines. Vous allez constater, nous allons présenter des grandes personnalités, même des personnalités qui sont sur la ville ici. Nous allons tenter d'entrer en contact pour avoir de plus amples informations. C'était l'émission Portrait, une production justement de la radio-télévision Umoja. Devant vous, vous avez Hubert, qui est professeur au complexe scolaire Imani Monseigneur Soloti, et comme qualité, je suis ingénieur civil de mine. Je dis et je vous remercie.